bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire qui concernera les résultats de l'observatoire que nous avons construit au cours du mois septembre, des mois de septembre à décembre 2021 avec les cabinets Cadra et Synoptique. Je vais tout de suite donner la parole donc, à Éric Boyer, le président du Synésie, qui va donc d'abord vous présenter le Synésie et ses missions avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet des résultats de l'Observatoire. Merci Marion. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Éric Boyer, je suis le président du Synésie depuis 18 mois environ et je suis administrateur du Synésie. Depuis la création du Synésie en 2006, j'ai dirigé un ACI pendant 25 ans et depuis que je suis en retraite, je suis devenu vice-président de cet ACI dont je suis l'activité de près. Je tiens à vous remercier extrêmement chaleureusement d'avoir répondu au questionnaire pour cet observatoire. Vous êtes d'abord très nombreux à nous rejoindre ce matin, puisqu'il y a en gros une centaine d'inscrits, dont en gros une moitié d'adhérents du Synésie et une moitié de non-adhérents, qui montrent l'intérêt de ce dossier. Je vous remercie parce que les résultats, on va les voir tout à l'heure, nous seront extrêmement utiles dans le cadre du dialogue social au sein de la branche. Je vais vous présenter rapidement tout à l'heure les grands dossiers qui nous préoccupent et dont les résultats de l'Observatoire nous aideront à les traiter. Et je sais que répondre à ce questionnaire, vous avez subi un harcèlement forcené des cabinets à vous relancer. Vous êtes près de 400 à avoir répondu, ce qui donne un caractère extrêmement significatif aux résultats que nous avons capitalisés. Et puis, au-delà du fait d'être harcelé, vous avez passé environ, en moyenne, 50 minutes à répondre à ce questionnaire. On sait que votre temps est compté, on sait que vous êtes sollicité par de nombreuses enquêtes, mais on voulait un questionnement assez précis sur un certain nombre de thèmes pour avoir une véritable lisibilité. Donc, ce que je me propose, c'est en quelques minutes vous présenter le syndicat et les grands enjeux que nous portons. Je veux bien que tu fasses avancer la diapo du coup, Marion. Voilà, donc le Synésie, c'est environ 250 associations qui portent des ACI, soit environ un quart des ACI de la branche. On considère que nous sommes en gros de l'ordre du millier. Donc, une représentativité assez significative. C'est un syndicat qui a été porté sur ses fonds baptismaux par trois réseaux, qui sont le réseau Chantier École, le réseau Cocagne et le réseau Tisson de la Solidarité. Et puis, on accueille également au sein du Synésie quelques associations d'insertion qui ne portent pas des ACI, mais qui ont voulu donner un statut social à leurs salariés et qui, du coup, appliquent de façon volontaire la convention collective des ACI. Deux grandes missions, voilà, défendre les intérêts des associations portant des ACI auprès des partenaires sociaux en relation avec les réseaux. Excusez-moi, le téléphone sonne. Et puis surtout, conduire le dialogue social de la branche professionnelle. Donc, on a, en créant le Synésie en 2006, porté ce dialogue social avec les partenaires sociaux pour arriver à la création d'une convention collective qui a été étendue à la fin des années 2000. Et on porte tout au long un dialogue social. Nos moyens, c'est donc un conseil d'administration de 25 membres et un bureau de 9 membres qui se réunissent tous les 2 mois, donc de façon assez régulière. Une petite équipe, mais une équipe dynamique avec donc Christian Tresset que vous avez aperçu tout à l'heure, qui est le délégué général, Marion qui est à l'écran, qui est responsable du pôle juridique, et puis 3 autres collaborateurs, Doris qui assure l'aspect plutôt comptable, financier, Guillaume qui assure toute la dimension communication et secrétariat, et Maxime qui vient en appui de Marion sur la dimension juridique.
Et puis, c'est surtout des délégations d'employeurs. À chaque fois, nous sommes 3, 4, 5 dans les différentes commissions. Alors, à la fois au sein de la CPPNI. La CPPNI, c'est un petit peu la commission principale de négociation des accords. Et puis, on a deux commissions qui sont assez actives, la commission emploi-formation et la commission qui a en charge tous les aspects prévoyance et santé. Voilà. De quoi vit notre syndicat? Le syndicat vit de ce qu'on appelle le financement du paritarisme, puisque chaque association contribue à hauteur de 0,1% de sa masse salariale, qu'on soit adhérent ou qu'on ne soit pas adhérent au Synésie. Cette enveloppe financière est partagée pour moitié, d'une part, une moitié pour le Synésie, et puis les organisations syndicales se partagent l'autre moitié au prorata de leur représentativité. Je vous rappelle que nous avons en face de nous 4 organisations syndicales dans le cadre de la négociation. La CFDT, qui, dans le cadre du calcul de la dernière représentativité, est presque devenue majoritaire parce qu'il représente de l'ordre de 48% des salariés. En second rang, on a la CGT qui, de mémoire, est autour de 22%. En troisième rang, on a Force ouvrière qui est autour de 15-16%. Et puis enfin, on a Solidaire qui est autour de 9%. Cette représentativité a sensiblement changé par rapport à celle d'il y a 4 ou 5 ans, puisque à cette époque-là, c'était la CGT qui représentait en gros 40% et qui était en tête. Et puis, le deuxième moyen financier de notre syndicat, c'est la cotisation des adhérents, où on demande aux adhérents de cotiser à hauteur de 8 € par salarié présent au 31 décembre, avec une cotisation minimale de 100 € et une cotisation maximale de 1 000 €. Et puis, pour rappeler que les ACI qui sont adhérents à un des 3 réseaux, Chantier École, COCAN, Utisson la Solidarité, bénéficient d'une réduction de 50% de leur cotisation. On a aujourd'hui, et d'où l'importance de cet observatoire, on est sur 6 chantiers qui sont particulièrement importants. La première, on va entrer dans les jours qui viennent en négociation avec les organisations syndicales sur une révision de notre grille de classification. On considère, collège employeur, que la grille de classification n'est plus autrement la bonne. Elle est assez prescriptive, elle est assez restreinte. On voit qu'il y a des niveaux de classification qui ne correspondent pas hautement à la réalité. Donc, on souhaite avoir une grille de classification qui soit plus ouverte et qui permette de mieux s'adapter aux différentes situations des ACI. Les ACI sont extrêmement divers de par la nature des activités support qu'ils portent, mais également par leur taille, par leur implantation. Certaines appartiennent à des ensembliers. Donc, on pense qu'il nous convient d'avoir une grille de classification qui puisse être souple. C'est un gros chantier qu'on va avoir avec les organisations syndicales. Le deuxième chantier, qui est un chantier récurrent, c'est le chantier des rémunérations, des salaires, de la valeur du point, dans un contexte que je ne vous décrit pas, après deux années de Covid, où en 2020, les uns et les autres, on a été largement soutenus, qui nous ont permis de traverser la crise sanitaire. Puis on bascule dans une nouvelle crise, voilà, peut-être encore plus grave que la crise Covid. Voilà, on avait avant la crise ukrainienne une tendance inflationniste qui voyait le jour. On voit qu'elle va être encore plus forte. On voit qu'il y a une pression des salariés qui va être voilà, et en même temps, il faudra négocier ça dans le cadre des capacités de nos structures. Troisième dossier, c'est le régime de prévoyance et de complémentaire santé. On a un régime de prévoyance qui s'adresse à l'ensemble des salariés, comme notre ancienne convention, comme l'ensemble de notre convention collective. Et voilà, donc on travaille à l'adaptation de notre régime de prévoyance qui, lui, est un peu bénéficiaire. Donc, on voit comment on peut améliorer les prestations.
et puis un régime de complémentaire santé. Vous savez, comme moi, que les dépenses de santé ont tendance à augmenter, donc il est tout juste en termes d'équilibre financier. Donc on réfléchit à travailler avec les organismes assureurs à un peu une compensation, pour faire très court, entre les deux régimes. Quatrième dossier qui est porté en particulier par David Oriot, un des vice-présidents du CINESI, qui est le dossier de la formation, hein, avec notre représentation au sein de l'OPCO Uniformation, la stratégie qu'on met en place dans le cadre des contributions formation conventionnelles, et puis tout ce qui est la gestion du PIC IAE, qui est d'une importance énorme pour nous, puisque nous sommes dans l'incapacité de financer la formation dont ont besoin nos salariés, eu égard à la spécificité de notre mission, et que le PIC IAE est à la fois une ressource énorme, et nous devons travailler avec les pouvoirs publics à sa pérennisation sous une forme ou sous une autre. Cinquième dossier qui nous occupe, c'est que nous avons créé maintenant il y a quelques années deux CQP, le CQP des salariés polyvalents et le CQP des encadrants techniques, des encadrants pédagogiques en situation professionnelle. Et nous souhaitons les réviser. Le CQP salarié polyvalent, voilà, il faut qu'on mesure mieux son impact, son utilité, en quoi il contribue notamment à la dynamique des parcours des salariés polyvalents. Et puis, on doit aussi le réfléchir sans doute dans une meilleure articulation avec Cléa. Et puis, le CQP encadrant pédagogique, il nous semble important de renforcer à la fois, sans doute de le délier un petit peu uniquement du CQP salarié polyvalent, parce il a été conçu un peu en complémentarité, et notamment en donnant des compétences, développant, renforçant les compétences des encadrants qui se formeraient à ce CQP sur les compétences liées à la FEST de façon plus générale, qui est la FEST qui est aujourd'hui complètement intégrée dans le Code du travail. Et puis, dernier dossier sur lequel on travaille, on a signé il y a quelques semaines maintenant, en fin d'année 2021, un accord sur l'égalité professionnelle. On est en attente de l'extension de cet accord, qui ne devrait pas trop tarder. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet accord, mais enfin, il donne, pour la faire courte, il donne un certain nombre de droits nouveaux aux salariés, essentiellement dans le champ de articulation vie professionnelle, vie personnelle. Mais surtout, on a voulu d'aider les structures et de mettre en place toute une série d'outils pour passer d'une égalité de droit à une égalité de fait, avant de donner éventuellement de nouveaux droits. Mais on sait très bien, on était hier la journée internationale des droits des femmes, qu'entre l'égalité de droit et l'égalité de fait, on est encore loin du compte. Donc l'idée, c'est d'aider les structures à avancer sur cette égalité, qui est un dossier qui est important pour nous. Avant de passer la parole à Christian, qui va vous présenter les services du CINESI, vous voyez bien que les 6 dossiers sur lesquels on est largement investi, nous serons plus en mesure de les porter, d'être en miroir de vos réalités, que le travail de l'Observatoire qui a été conduit nous permet d'avoir des informations extrêmement précieuses sur la réalité des ACI, et qui nous permettra de regarder beaucoup plus globalement la branche, que quelquefois sans outils, sans matière objectivée, quelquefois peut-être un peu tendance les uns et les autres de regarder la réalité des ACI au regard de notre propre réalité, de notre petit territoire. Donc voilà, j'en ai fini pour ce propos introductif, peut-être un peu long, je m'en excuse, mais ça permettait de bien recadrer le sens de cet observatoire qu'on a voulu, et que moi j'ai vraiment voulu au moment où j'ai pris la présidence il y a 18 mois. Tout à fait, Eric. Effectivement, c'était l'impulsion que tu as donnée.
Donc, moi, je vais très rapidement vous présenter les services, et notamment pour les non-adhérents, puisque les adhérents commencent à nous connaître un petit peu. Les services du syndicat, sachant que, comme vous l'a présenté Éric, vous avez vu qu'on a deux missions essentielles. C'est d'une part de faire vivre la convention collective et d'alimenter les travaux de la branche en représentant les employeurs de la branche. Et puis, une mission qui est aussi de vous accompagner, d'accompagner les employeurs de la branche. Et de ce point de vue-là, cette mission, ce n'est pas qu'elle soit secondaire, mais au début du syndicat, eh bien évidemment, les moyens ne permettant pas d'être au four et au moulin, nous avons privilégié eh bien, les travaux de rédaction, de négociation et d'aménagement de la convention collective. Et petit à petit, nous avons donc développé une série de services à votre attention et qui se sont renforcés avec l'arrivée de Marion, puisque un des services qui est, je pense, important et attendu par beaucoup d'entre vous, c'est le service de la veille juridique. Alors, ce service, vous le touchez du doigt au travers de nos communications, hein, notamment les newsletters, les flash infos qu'on peut vous donner sur des thèmes un petit peu plus précis, en sachant que la newsletter, on a voulu une diffusion large. On est le seul syndicat représentatif des employeurs de la branche, donc on a aussi en tête de pouvoir informer l'ensemble des employeurs et pas seulement nos adhérents, mais on décline aussi des informations un petit peu plus précises et parfois un petit peu plus réactives par rapport à l'actualité auprès de nos encadrants, ce qui est évidemment un petit plus assez logique. Au-delà de ça, nos adhérents peuvent bénéficier donc de conseils juridiques, comme décrivait Éric, qui sont assurés par Marion et aujourd'hui Maxime, qui travaille sous sa houlette. Ces conseils juridiques, je le rappelle, et nous en sommes un petit peu désolés parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça, mais ce ne sont pas une hotline et ce n'est pas prêt d'être une hotline, essentiellement pour deux raisons. C'est parce que, d'une part, les sujets de vos questions ne peuvent pas être répondus au pied levé dans le cadre d'un entretien téléphonique, mais généralement, et ça, je ne sais pas si vous en avez toujours conscience, mais nécessitent des recherches de jurisprudence, etc., assez longues, et donc ne peuvent pas voilà, faire l'objet de réponses un peu au pied levé. Donc, c'est important. Et puis, on a remarqué justement que de toute façon, les questions que vous posez sont généralement des questions qui nécessitent des recherches plus importantes. Alors, ceci dit, on a mis en place et on continue de mettre en place, notamment en lien avec les webinaires que nous organisons, mais j'y reviendrai, mais des outils qui seront à disposition donc, des adhérents sur le site Internet. Site Internet d'ailleurs qui va et qui est en refonte. On termine la refonte, on est en train de régler les derniers points techniques et on va bientôt mettre en ligne un nouveau site Internet un petit peu plus moderne, un petit peu plus convivial, mais qui contiendra de la même manière les outils et que nous vous proposons, donc des modèles de contrats, des fiches synthèse sur des sujets particuliers comme nous l'avons fait pour le CSE, etc., la mise en place du CSE et d'autres choses dans le même genre. Voilà. Nous proposons également des journées d'information. Alors là, bien sûr, la crise sanitaire a un petit peu coupé l'herbe sous le pied du développement de ces journées en région, mais on espère pouvoir les reprendre et les renforcer maintenant avec les outils de communication qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire, les renforcer par un petit peu plus aussi d'échanges avec nos adhérents sur le terrain. Ces journées d'information, quand elles sont sous forme de journées employeurs en région, sont ouvertes là encore aux non-adhérents. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir vous rencontrer, d'aller à votre rencontre. Et nous espérons rapidement les remettre en place. Alors, je parlais aussi des webinaires que nous mettons en œuvre maintenant avec un cadencement quasi mensuel et sur des thématiques que vous avez choisies, en tout cas les adhérents, puisque
Marion fait régulièrement passer des petits sondages pour savoir les thèmes qui seraient importants pour vous. Et donc, pour tous ces webinaires, y compris celui d'aujourd'hui, qui sera même, lui, rendu public pour tout, y compris pour les non-adhérents, pour tout public. Mais d'une manière générale, tous nos webinaires et les supports qui sont présentés dans leur cadre sont accessibles pour les adhérents sur le site. Donc, voilà. Et puis, bien, ça nous arrive parce que dans le cadre de notre première mission que j'évoquais, pour faire avancer notre connaissance de la branche, notre connaissance des employeurs d'ACI, eh bien, nous sommes amenés régulièrement à faire passer des enquêtes qu'on se veut être des enquêtes flash, parce qu'on sait ce que ça représente. J'ai été moi-même directeur d'ACI également, et je sais ce que c'est que de répondre à de multiples enquêtes et fréquentes enquêtes. Mais là, il faut bien avoir conscience que c'est très important aussi pour nous, dans le cadre des négociations, dans le cadre de la préparation des aménagements ou de la refonte de la convention collective, de pouvoir avoir des remontées de terrain. Et donc, je vous engage, même si c'est un petit peu fastidieux parfois, à répondre à nos enquêtes flash, dont nous publions toujours les résultats sur le site et qui donc alimentent nos travaux par ailleurs. Alors, je pense que c'est une transition toute faite pour permettre à Marion de vous présenter maintenant comment va se passer la deuxième partie, puisque là, c'était une enquête, comme l'a souligné Eric, beaucoup plus lourde que celle que l'on peut être amené à faire régulièrement, mais qui, je crois, donnera une base, des fondations très importantes pour ensuite mieux encore appréhender l'évolution de notre branche professionnelle. Je vous remercie beaucoup. Merci Christian pour cette transition. Avant de donner la parole donc, au cabinet Cadra Études, je vais vous présenter un petit peu la méthode pour être actif au cours de ce webinaire, parce que comme on vous l'a précisé, effectivement, c'était compliqué. Là, je vois que vous êtes 69, vous êtes une centaine d'inscrits, donc ça aurait été compliqué que vous ayez la vidéo ou un micro, parce que ça aurait pu très vite devenir un peu cacophonique. Donc, nous allons procéder plutôt par voie de questions. Donc, vous avez un onglet Q et R donc, qui vous permettra de poser vos questions. Et l'avantage de cet onglet, c'est également que vous pouvez voter pour des questions qui vous semblent pertinentes. Donc, vous avez un petit pouce, un petit like. Et donc, les questions qui auront le plus de likes seront mises en premier. Donc, il y aura plus de chances que nous y répondions en fin de webinaire. C'est la deuxième, la deuxième précision que je voulais vous apporter. Les questions et réponses ne seront pas prises au fil de l'eau, parce que, encore une fois, vous êtes nombreux et nous voulons vraiment vous présenter l'ensemble des résultats de cet observatoire. Donc, on va plutôt privilégier la présentation, mais on va quand même conserver un temps d'échange en fin de webinaire. Donc, on prendra les questions qui auront été posées. Donc, j'insiste sur ce point parce que c'est vrai que dans les webinaires qu'on organise et pour lesquels certains d'entre vous êtes habitués, on a plutôt tendance à faire au fil de l'eau. Donc, des fois, vous posez des questions par rapport à une slide qui est assez évidente au moment où on est devant la slide. Là, cette fois-ci, comme on va y répondre à la fin du webinaire, les questions qui peuvent paraître évidentes à un moment T quand on est sur la slide, ils ne le seront peut-être plus une heure après. Donc, essayez de bien circonstancier vos questions pour qu'on puisse y répondre de manière la plus pertinente possible. Et vous avez peut-être un sondage actuellement qui est en train d'apparaître. Donc, effectivement, avec Christian, on a souhaité organiser 2 petits sondages au cours de ce webinaire pour que ce soit assez dynamique. Donc, le premier sondage va plutôt porter sur les missions du Cinési. Il y aura un deuxième sondage sur la présentation que va vous faire Nolwenn et Elie, donc sur vraiment l'observatoire de branche qui interviendra plutôt en fin de webinaire. Et à la fin, toute fin du webinaire, il y aura une enquête de satisfaction. Donc, on vous invite à répondre. J'ai déjà eu plusieurs questions à ce sujet. Il y aura bien un replay de ce webinaire et des documents de communication sont transmis au cours des prochaines semaines. Donc là, à l'ensemble de la branche. Donc, on n'a pas encore défini si on allait les mettre sur le site internet ou voilà, on n'a pas encore défini notre stratégie de communication, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura des rapports.
Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Nolwenn Monnier et Eliba, donc, qui ont mené cet observatoire pour la branche des ateliers chantiers d'insertion. Donc, l'observatoire a été rendu à la CPPNI donc, en décembre dernier. Elle a été validée par l'observatoire, donc, ce qui nous permet aujourd'hui de vous en faire une présentation. Donc, on est ravis de vous faire la présentation parce que c'est vrai que c'est des données qui sont vraiment utiles pour la construction du dialogue social, comme vous le disiez, Eric. Donc, voilà, je vais laisser maintenant la parole à Nolwenn et Eliba, donc en charge de cet observatoire. Ça marche, merci beaucoup Marion. Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. J'ai reconnu quelques noms parmi les participants de personnes avec lesquelles on a eu l'occasion d'échanger dans le cadre de la réalisation de cet observatoire. Donc, ça fait vraiment plaisir aussi. Déjà, avant de partir sur la présentation, effectivement, on tenait à vous remercier de tout l'engagement que vous avez mis dans la participation à cet observatoire, parce que voilà, on sait d'expérience que c'est une enquête. C'est des processus d'enquête qui peuvent être lourds, que vous avez effectivement beaucoup d'enquêtes auxquelles vous devez répondre par ailleurs, beaucoup d'obligations par ailleurs. Donc en tout cas, voilà, pour tous ceux qui ont pris le temps de répondre à nos questions, ça a vraiment permis d'éclairer la connaissance de la branche, je pense. Ça nous a permis de faire un travail vraiment de qualité et je pense, on peut dire, assez fondateur finalement pour ensuite la poursuite de la réflexion au niveau de la branche sur les différentes thématiques qui ont été présentées notamment. Donc moi je suis Nolwenn Monnier, je suis directrice du cabinet Quadrate. Je suis donc avec Elie aujourd'hui, et donc nous en fait on a un cabinet qui est spécialisé dans l'analyse des dynamiques économiques et d'emploi, le plus souvent au service des branches professionnelles, et on a notamment pas mal travaillé auprès de branches de l'ESS, donc dont aujourd'hui les ateliers et chantiers d'insertion. Voilà. Donc, sans plus attendre, on est parti. Donc, aujourd'hui, la restitution qu'on va vous proposer, elle va s'articuler un petit peu en 3 temps. On va d'abord vous présenter une restitution sur tout ce qui est donc, volet économique, caractéristiques, modèle économique, les problématiques de subvention également, votre opinion, ce qui nous a été remonté dans le cadre de cet observatoire. Ensuite, on a une partie un petit peu aussi cœur du réacteur qui a vraiment trait aux caractéristiques de l'emploi, donc qui sont les salariés, avec notamment cette structuration duale entre salariés permanents, salariés en parcours d'insertion. Et puis ensuite, on a une dernière partie qui sera consacrée aux principaux enjeux RH qu'on a pu découvrir en allant investiguer les fonctionnements des ACI. Donc, ça va être des enjeux RH qui peuvent avoir trait au handicap, à l'égalité professionnelle, par exemple, à la formation également. Donc, on fera un premier tour d'horizon de ce qu'on a déjà remarqué. L'intérêt de cet observatoire, au-delà de vous présenter les principaux résultats, je pense que c'est aussi pour vous, ça vous permet finalement de vous positionner. Donc, ça peut être une bonne idée, si jamais vous avez encore en tête à peu près la manière dont vous avez répondu, de voir où se situe l'ensemble de la branche et comment vous vous situez par rapport à tout ça. Donc, c'est une bonne opportunité. Et donc, c'est vrai que cet observatoire, il est né surtout d'un besoin d'objectivation des réalités économiques et sociales, d'un manque de données objectives, donc un fameux besoin de positionnement aussi, donc des ACI à l'intérieur de la branche, mais aussi de la branche par rapport à d'autres branches qui seraient voisines. Qui êtes-vous, d'où venez-vous, où allez-vous? Un petit peu 3 questions philosophiques, mais auxquelles on a tenté de répondre, et avec pour objectif ultime de nourrir le travail des partenaires sociaux sur les principales thématiques d'intérêt. Donc, cet observatoire, il a quand même débouché sur 2 livrables, 2 rapports d'importance. Donc, il y a vraiment un rapport très détaillé d'une centaine de pages qui a été remis aux partenaires sociaux et qui constitue ensuite maintenant la base du travail de la branche sur l'ensemble des thématiques économiques et sociales. Et puis, on a aussi une synthèse qui a dû vous être communiquée. En tout cas, c'était le programme, qui présente les principaux résultats de l'observatoire en quelques pages, simplement. Voilà. Et donc, c'est un petit mot simplement sur la méthodologie avant de commencer la présentation des résultats.
Étant donné qu'on est vraiment sur un observatoire assez fondateur, il a fallu faire un vrai tour d'horizon de toutes les sources qu'on avait à disposition. Et donc, ça inclut notamment, il y a pas mal de données publiques qui existent sur le sujet, mais notamment avec le secteur des ateliers et chantiers d'insertion qui est quand même à forte régulation. On a pas mal de données d'ARES notamment qui peuvent nous épauler, mais pas uniquement. Ensuite, on est aussi allé faire un éclairage assez important du côté qualitatif avec une analyse documentaire assez approfondie. Et puis aussi, on est allé parler directement à certains d'entre vous. On essaie un petit peu de panacher les activités et les territoires dans lesquels on est allé. Donc, on est allé à la rencontre d'une quinzaine de responsables de structures pour comprendre quels étaient vos enjeux économiques, vos enjeux de gestion RH au quotidien. Et pour nourrir vraiment tous les résultats qu'on a tirés des statistiques. Et ensuite, on a aussi donc fait cette fameuse enquête à laquelle vous avez répondu, qui avait en fait pour objectif de compléter les volets de données qui étaient absents des statistiques publiques, en particulier tout ce qui avait trait aux classifications et aux rémunérations. Donc et ainsi aussi que les principaux indicateurs économiques et financiers. C'est vraiment les deux dimensions très structurantes que cette enquête a permis d'éclairer, mais pas uniquement. Donc vraiment un tour d'horizon assez panoramique de tout ce qu'on pouvait mobiliser pour la réalisation de cet observatoire. Donc sans plus attendre, on va partir sur la restitution des principaux résultats. Donc on commence par un volet un petit peu économique. Donc qui sont les ateliers et chantiers d'insertion, quelles sont les logiques économiques et quels sont les enjeux économiques et financiers aujourd'hui. Donc, déjà, premier tour d'horizon, nous, effectivement, en 2021, on recense un petit peu plus de 1200 ateliers et chantiers d'insertion qui relèvent du périmètre de la branche. Alors au total, on en a un peu plus de 1900 qui sont conventionnés d'ARES, mais là, on parle seulement des structures de droit privé qui sont vraiment affiliées à la branche. Il y en a d'autres qui sont plutôt portées par des collectivités publiques et territoriales, et donc qui ne sont pas, en fait, dans le périmètre de la branche, ce qui explique le delta. Parmi ces 1220 structures employeurs dans la branche, donc on a quand même une grande diversité d'activités, mais toujours évidemment unies autour des mêmes valeurs et autour d'un même projet social qui est très fort, qui a un positionnement vraiment affirmé au sein de l'ESS. Et donc pour mettre de l'ordre dans cette grande diversité d'activités qu'on a pu rencontrer, on a construit 3 grandes orientations d'activités qui vont être d'une part donc les activités entre guillemets historique d'environnement et de travaux agricoles, donc qui est ici l'orientation un peu violette agriculture-environnement, qui représente un petit peu moins de la moitié des structures de la branche. Ensuite, après, on a tout ce qui va être à part quasiment égal, donc tout ce qui va être production-construction, donc ce qui inclut notamment tout ce qui va être recyclage, valorisation des déchets, la logistique, construction et bâtiments, le textile également. Et ensuite, on a un dernier volet qui est un petit peu plus émergent au sein de la branche, qui tend à croître en importance, et qui est tout ce qui va être service. Donc, ça va être service à la personne, vente, restauration, culture, blanchisserie, entre autres choses. Donc on a vraiment ces 3 dynamiques, ces trois axes d'activité. Et finalement, c'est bien de les garder en tête parce que on a des dynamiques économiques et d'emploi qui vont être légèrement différentes parce que les activités ne sont pas les mêmes, les logiques d'activité ne sont pas les mêmes, et ça va se traduire aussi directement derrière sur l'emploi et sur les indicateurs économiques. Voilà. Si jamais donc, on s'intéresse un petit peu dans le détail, on a ces axes d'activité, on a ces activités principales, mais en fait, la majorité des ACI exercent plusieurs activités. On en a 60% qui exercent au moins 2 activités et un peu plus de 300 qui en ont au moins 3. Qu'est-ce que ça traduit ? Finalement, ça traduit une recherche de diversification parce que avoir plusieurs activités, parfois c'est assez logique et ça va découler du projet de l'ACI. Par exemple, on va avoir les recycleries qui vont être positionnées à la fois sur ce qui va être recyclage, sur ce qui va être réparation et sur ce qui va être vente, en fait. Donc ça fait 3 activités en une, c'est assez logique. Et après, on en a d'autres pour lesquelles on avait un positionnement qui est un petit peu plus historique, notamment par exemple tout ce qui va être environnement, et qui décide vraiment consciemment de se diversifier pour permettre de diversifier notamment les sources de revenus, de panacher les risques. Et donc, des bonnes activités, entre guillemets, secondaires, on voit ici, donc c'est notamment ce qui va être valorisation des déchets.
vente. Vous voyez que voilà, les barres oranges sont loin devant les barres violettes, ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus de structures qui exercent cette activité à titre secondaire que de structures qui l'exercent à titre principal. Donc voilà, globalement, tout ce qui va être service, en particulier vente. Et finalement, ça traduit beaucoup les logiques d'économie circulaire qui sont assez prégnantes au sein des ACI. En termes de structuration de la branche, donc là, on a fait un premier tour d'horizon des activités. En termes de structuration et de taille, globalement, on est sur quand même une majorité de structures qui emploient moins de 50 salariés, donc on a quand même 80%. Et voilà, c'est surtout des structures de taille moyenne. En tout cas, vous le voyez sur le graphique de droite, vous avez plus des 3/4 de l'emploi qui est compris dans les structures entre 11 et 300 salariés, donc qui sont ce que nous, on appelle des structures de taille plutôt moyenne. C'est une structuration qui est plutôt différente de ce qu'on peut observer autre part dans l'ESS, puisque l'ESS a tendance à se structurer autour de très petits établissements. Donc, traditionnellement, la barre moins de 11 salariés est beaucoup plus haute que ça. Donc ça, c'est vraiment une particularité de la branche, mais qui tient aussi un peu aux effets de seuil dans l'activité d'insertion complètement. Et donc, on a en moyenne presque 31 salariés par ACI en 2020. Donc, c'est à peu près 7 salariés permanents et 24 salariés en insertion. Voilà. Et donc, au-delà de cette logique de taille, pour laquelle on a d'ailleurs des disparités. Enfin, on a les activités agricoles ou encore de construction sont généralement des ACI qui sont plus grands que les ACI qui proposent des activités de service. Au-delà de ça, on a des fortes logiques d'activité en réseau, comme voilà, dans la veine de ce qui avait été présenté par Eric tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est une activité par essence d'insertion par l'activité économique qui est ultra locale, qui est vraiment au plus près des territoires, qui sont en partenariat aussi avec des partenaires institutionnels, d'autres membres du réseau associatif. Et donc, on a la quasi-totalité des ACI qui appartiennent à au moins un réseau. Donc, en particulier, ça va être les chantiers écoles, le réseau Cocagne, le CORAS, et puis ensuite, ça va être aussi tout ce qui va être les réseaux régionaux, en fait, d'insertion par l'activité économique. Donc, voilà, une logique d'activité en réseau qui est assez marquée. Et donc, on parlait effectivement de logique d'activité ultra-locale. La carte que vous voyez ici, elle l'illustre quand même plutôt bien. Donc, ça, c'est la distribution de l'ensemble des ACI sur le territoire français. Déjà, premier constat, c'est qu'il y en a à peu près partout. Voilà, c'est vraiment, il y en a plus ou moins selon les territoires, mais en tout cas, rares sont les départements dans lesquels il n'y a pas de présence des ateliers et chantiers d'insertion. Donc, ce qui traduit une logique d'activité au plus près des besoins des publics, et puis des activités vraiment sur un périmètre très défini, local, au niveau de la communauté de communes, du département, parfois un petit peu plus. Et si après on regarde un petit peu dans le détail, on voit qu'on a quand même beaucoup plus d'activités sur le quart ouest. Et en fait, on va avoir une surreprésentation des ACI dans les territoires où on va avoir des conditions socio-économiques qui sont un petit peu plus, difficiles, notamment dans les Hauts-de-France, ou encore près de Marseille, par exemple. Et puis après, en fait, en termes d'activité, on va avoir tout ce qui va être agriculture-environnement qui va être, soit justement réparti dans les milieux ruraux ou encore dans le quart nord-ouest. Tout ce qui va être production-construction qui va plutôt être concentré autour des grandes métropoles du type Brest, Cherbourg, etc. Et puis tout ce qui va être service qui là va être un petit peu disséminé généralement autour des villes de taille moyenne. Donc on a des logiques d'implantation qui sont assez différentes. Voilà, mais donc rien que dans les Hauts-de-France, on a quasiment 7000 salariés permanents et polyvalents, donc c'est quasiment 20% de l'effectif de la branche. Si on commence à réfléchir en termes de modèle économique, on vous a posé la question des clientèles, en tout cas des clientèles principales et des clientèles secondaires des activités support que vous exercez. Et donc, là, on voit plusieurs choses. On voit d'abord que les clientèles qui sont vraiment privilégiées sont les particuliers et les collectivités.
On voit également que globalement, il y a une grosse recherche de diversification des clientèles qui vont être mobilisées. Vous le voyez encore ici avec donc, les clientèles secondaires. En fait, vous avez plus de la moitié des ACI qui ont quand même des entreprises pour clients, des associations pour clients d'activité support. Donc, voilà, ça signifie que voilà, on a quand même les 3/4 des ACI qui se positionnent sur plusieurs types de clientèle. Encore une fois, ça permet de panacher les activités, de panacher les risques, entre guillemets, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Mais donc, les clientèles principales restent les particuliers. Et on voit aussi une autre logique qui est que, évidemment, plus on a une taille importante, plus on a la propension à mobiliser des types de clientèle qui vont être plus institutionnels ou organisés. Ça, vous le voyez à droite. Donc, on a, par exemple, 70% des ACI qui ont plus de 300 salariés qui font appel, qui traitent avec des collectivités, alors que les toutes petites structures, en tout cas les structures de moins de 50 salariés, s'appuient vraiment beaucoup sur la clientèle particulière. Donc, c'est des logiques de clientèle qui sont différentes, avec évidemment d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, notamment les marchés publics, par exemple. Évidemment, on a une meilleure capacité à répondre à des marchés publics si jamais on a au moins 50 salariés, on commence à avoir un département chargé de financement, chargé de projet, on peut structurer, et ce n'est pas le cas, en tout cas pas systématiquement chez les plus petits. Et donc, du coup, en termes de principaux indicateurs économiques de la branche, donc, ce que vous nous avez répondu en termes de données économiques et financières, ça nous a permis d'estimer donc, quel était le produit d'exploitation réalisé par les structures de la branche en 2020. Et donc, on estime quand même que les ACI de la branche pèsent, entre guillemets, pour quasiment 900 millions d'euros de produits d'exploitation en 2020. Donc, voilà, c'est un premier ordre de grandeur. Ce qu'on voit également, c'est que c'est en progression. Ça n'a pas été substantiellement impacté par la crise, dans le sens où il n'y a pas eu de gros plongeons, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, ce qui va quand même dans le sens de différentes discussions qu'on a eues avec des responsables de structures. Enfin, certes, il y a des activités qui sont arrêtées, mais dans l'autre cas, il y a eu aussi une grosse demande, en tout cas une demande accrue, et ce qui peut s'expliquer, puisqu'en fait, voilà, dans un contexte de crise, les ACI exercent une activité qui a un vrai filet social, en fait. Donc, notamment pour les publics qui ont des freins à l'emploi. Donc, voilà, donc pas de plongeon dans le contexte de la crise économique et sanitaire. Et l'autre enseignement qu'on a, c'est que donc, le chiffre d'affaires représente environ un tiers du produit d'exploitation des structures et les subventions environ un peu plus de 50%, avec quand même une tendance à la diminution du poids des subventions sur la période récente. Voilà. Et donc, dans ce contexte, vous avez quand même été une large majorité à nous indiquer que la situation économique dans la structure est plutôt bonne, en tout cas correcte. Donc c'est voilà, quasiment les 2/3 des structures répondantes qui nous ont déclaré plutôt une bonne situation économique. Donc, on a quand même un signal assez favorable de pérennité économique, mais évidemment, c'est en particulier dans les plus grandes structures, en tout cas dans celles qui ont la capacité de résistance la plus solide. Il y a certainement un petit effet taille là-dedans. Et donc, en termes de modèle économique, effectivement, on a dit que voilà, les subventions représentent encore une majorité, des sources de financement. Et donc, en fait, on a des ACI qui sont structurellement doublement dépendants des interlocuteurs publics. Donc, d'une part, parce que c'est très souvent les clients des activités support, et d'autre part, parce que c'est aussi les principaux pourvoyeurs de subventions. Donc, en termes de produits d'exploitation réalisés par la branche, le poids des différentes orientations, donc agriculture, construction, production et services, est plutôt cohérent avec la répartition des structures au sein de la branche. Les services sont un petit peu sous-représentés, mais voilà, c'est des ACI qui généralement sont de plus petite taille, sont un petit peu plus jeunes également. Et finalement, en fait, les principaux indicateurs économiques sont plutôt dans la lignée de l'action sociale. On vous a mis donc, quelques éléments de comparaison. Donc, produit d'exploitation par tête, on est à 25 000 euros donc, par salarié. Et on est à 30 000 dans l'action sociale. Donc, voilà, c'est des indicateurs qui sont tout à fait comparables. Il n'y a pas de grosses différences. Idem pour ce qui va être masse salariale, en tout cas, poids des frais de personnel, on est à 62%.
Donc, voilà, on est sur des indicateurs qui sont tout à fait dans la moyenne de l'action sociale et avec quand même un petit rebond des investissements dans le contexte de la crise, qu'on a eu éclairé par plusieurs responsables de structure, effectivement, soit que la fermeture a été l'occasion de réaliser des investissements qui jusque-là avaient été repoussés ou reportés, par exemple, l'occasion de déménagement. Donc, voilà, en tout cas, la crise a aussi été vecteur d'opportunités en termes de construction des structures. Et donc, si on fait un petit focus sur les subventions, qui sont aussi structurantes pour vous, bon, globalement, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement la même logique qui prévaut que celle de diversification des activités, c'est celle de diversification des financements et aussi de diversification des sources de subventions. Donc, maître mot de la gestion économique dans l'ACI, c'est visiblement la diversification. Donc, on voit qu'on a quand même un ancrage local qui est assez déterminant, puisque les subventions, on a quand même une large majorité de structures qui touchent des subventions locales, ultra-locales, donc soit des intercommunalités, des communes, des départements, etc. Et ça, c'est valable relativement quelle que soit la taille de la structure. Ensuite, après, vous avez donc tout ce qui va être subventions, donc à un niveau régional ou supérieur, qui, vous le voyez sur le graphique de gauche, représente entre guillemets la plus grosse part du gâteau, mais sont finalement plutôt mobilisés par les structures qui ont une taille importante. Par exemple, vous le voyez sur les subventions étatiques, vous avez les 2/3 des plus gros ACI qui arrivent à les mobiliser, et seulement moins de la moitié ou même moins d'un tiers des ACI qui ont moins de 50 salariés. Donc, on a vraiment un effet seuil, un effet de taille dans la capacité à mobiliser les différentes sources de subventions et évidemment à changer d'échelon, en fait. Donc, il y a une question de navigation. Et c'est exactement la même chose pour ce qui est des subventions européennes qui vont bénéficier beaucoup aux ACI dans le domaine agricole. Et encore une fois, qui sont plutôt à destination des ACI qui ont au moins 50 salariés. Donc voilà, des logiques quand même, une structuration un petit peu duale, avec d'un côté ces ACI de moins de 50 salariés, et de l'autre les structures plus grosses qui arrivent finalement mieux à panacher à la fois les activités, les sources de financement et les subventions. Et donc, on vous a également posé une question, pour le coup, d'opinion, qui est comment est-ce que vous voyez l'évolution future de la dynamique des subventions ? Évidemment, c'est une évolution qui est assez suivie et vous êtes quand même nombreux à parier sur la stabilité. Donc, quand on parle de subventions, effectivement, petite précision, on parle hors remboursement des salaires des salariés en parcours. C'est tout ce qui vient en plus. Et donc, vous êtes quand même plutôt dans une dynamique de maintien. Et on voit que ce sont notamment les activités de service donc, qui ont été le plus impactées par la crise sanitaire. Donc, tout ce qui va être culture, loisirs, restauration, très impactées, qui, elles, comptent encore beaucoup sur les subventions pour passer les prochains mois, voire les prochaines années. Donc voilà pour cette première présentation, ce petit tour d'horizon économique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer plutôt sur tout ce qui va être volet emploi, donc qui est un petit peu le cœur du réacteur de cet observatoire de branche. Et donc, voilà, tout ce qui va être réalisation d'un portrait des salariés, description de la structuration de l'emploi, et puis également tout ce qui va être les volets, donc recrutement, classification, rémunération, trajectoire professionnelle. Donc, évidemment, on va commencer par enfoncer une grosse porte ouverte, qui est de dire qu'on a une structuration de l'emploi dans les ACI qui, évidemment, est duale, avec d'un côté des salariés permanents et de l'autre côté les salariés en parcours d'insertion. Donc, on a estimé les principaux volumes d'emploi qui sont associés, et donc on estime qu'au 31 décembre 2020, on a environ près de 8400 salariés permanents, qui représentent près de 7000 ETP, et un petit peu moins de 30 000 salariés en parcours d'insertion, qui leur représentent moins de la moitié en termes d'ETP.
Voilà. C'est important quand même de souligner ce paramètre de structuration parce qu'on va avoir des caractéristiques de salariés en termes de profil, en termes de situation professionnelle qui sont très différentes. Et du coup, même corollaire, on va avoir des enjeux en termes d'emploi, de ressources humaines qui sont aussi très différents. Ça, on va le voir. Mais donc voilà, c'est les deux périmètres de l'emploi sur lesquels on se concentre. Sachant que l'Observatoire s'est en particulier penché sur la situation des salariés permanents, qui a été assez peu éclairée, alors que pour ce qui est donc c'est le périmètre des salariés en parcours d'insertion, on a déjà de nombreux travaux, notamment tout ce qui va être le PIC IAE, qui a permis déjà d'éclairer leur situation. Donc vraiment, là, l'angle mort, c'était plutôt les salariés permanents, et c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Donc, déjà, effectivement, au 31 décembre 2020, on a 37 750 salariés en tout, permanents et polyvalents au sein de la branche. On a un emploi au sein de la branche qui est en forte croissance, mais bon, c'est un phénomène qui est un petit peu, entre guillemets, artificiel parce qu'il y a un effet constitution. En fait, étant donné que voilà, la convention collective des ACI date du 31 mars 2011, bah, on a vraiment un effet constitution de la branche où vous voyez en fait, le processus d'affiliation progressive des ACI à la branche qui commence un petit peu à se stabiliser, mais qui n'est pas complètement terminé. Donc voilà, c'est ce qui explique la croissance de l'emploi. Mais on a quand même aussi un enseignement dans la lignée de pas d'effondrement de l'activité lors de la crise économique et sanitaire, qui est aussi ici encore un petit trend quand même de progression de l'emploi entre 2019 et 2020, qui montre que voilà, on a quand même eu plus 1500 salariés en plus entre les 2 années. Donc encore une fois ici, pas d'impact démesurément négatif de l'emploi, de la crise sanitaire sur l'emploi. Donc, on a un emploi salarié qui est assez dynamique. Et si jamais, on se concentre sur le périmètre des salariés permanents, on s'est servi des emplois repères pour établir une cartographie des métiers. Cartographie des métiers qui a pour intérêt principal ensuite de pouvoir analyser les principales caractéristiques de l'emploi par métier et donc aussi de dégager les principaux enjeux RH par métier au niveau de la branche. Donc, globalement, on a dégagé donc, les 3 familles assez traditionnelles, donc administration, direction, accompagnement et puis famille technique au sein de la branche. Et donc, on a donc évidemment la famille technique qui est un petit peu le cœur de métier avec notamment les métiers d'encadrement technique qui représentent quasiment la moitié des effectifs de la branche. Et puis la famille accompagnement avec tout ce qui va être accompagnateur socio-professionnel, conseiller emploi insertion, etc. Et donc ces 2 familles, c'est quand même à peu près 2/3 des emplois de la branche. Donc 2/3 des emplois sont exercés vraiment directement au contact des publics. Et donc on a ce tiers de fonctions support parmi les salariés permanents, avec notamment un pool assez important de gestionnaires comptables et puis d'employés administratifs. Donc ça, encore une fois, c'est bien de garder ces catégories-là de pensée dans la tête pour quand on va réaliser des déclinaisons par la suite, en tout cas explorer les caractéristiques de l'emploi. C'est des dynamiques qui sont assez différentes. Voilà, donc une fois qu'on a toutes ces catégories de pensée, on s'est intéressé aux conditions d'emploi des salariés permanents, des salariés dans les ACI, donc contrat de travail, temps de travail, etc. Et on s'est rendu compte quand même que les salariés permanents dans les ACI bénéficient de conditions d'emploi qui sont très stables, voire exceptionnellement stables pour l'économie sociale et solidaire. Je me rappelle, on disait effectivement en présentation, 97% de CDI, c'est des taux qu'on retrouve dans l'ingénierie, mais ce n'est pas des taux qu'on retrouve habituellement dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est assez unique. Et même globalement, on a plus de CDI parmi les permanents des ACI que dans l'ensemble de l'économie. Donc voilà, le CDI qui est vraiment le contrat par défaut et qui vaut en particulier pour les métiers techniques, un tout petit peu moins pour les métiers administratifs et d'accompagnement, mais enfin franchement, on reste au-dessus de 95%, donc à relativiser quand même. Et donc le peu de contrats temporaires qu'on a sont plutôt dans les activités de bâtiment, travaux agricoles ou encore de vente, et même, enfin voilà, on n'est pas sur des CDD qui sont très très courts, on est plutôt sur une durée moyenne de plusieurs mois, de 9 mois. Donc voilà, donc au niveau des contrats de travail, des conditions d'emploi qui sont très stables.
Et c'est exactement la même chose sur les temps de travail, puisque on a plus de 80% des salariés permanents au 31 décembre qui interviennent à temps complet. Donc voilà, c'est encore une fois une proportion qui est assez remarquable. Ça fait un peu plus de quasiment 7000 salariés permanents qui sont à temps complet. Et encore une fois ici, voilà, on a un temps partiel qui est quand même un tout petit peu plus diffusé dans les ACI que dans l'ensemble de l'économie, mais enfin, ça reste sur des niveaux qui sont très comparables. Donc voilà, et même donc parmi les salariés qui travaillent à temps partiel, donc on va en avoir un petit peu plus sur les fonctions administratives, ce qui va être logique. Par exemple, on a souvent eu les cas de figure de comptables qui pouvaient partager leur temps entre plusieurs établissements, par exemple, ou alors sur les fonctions d'accompagnement socio-professionnel en fonction du nombre de salariés en parcours qui sont accompagnés à un instant T. On va rester sur des durées moyennes du travail qui sont assez élevées, puisque en moyenne, on est quasiment à 28 heures par semaine, ce qui fait à peu près 80% d'un temps complet. Voilà. Donc, voilà, donc des salariés permanents qui sont quand même quasi exclusivement en CDI, très souvent à temps complet, et en particulier dans les métiers techniques. Et donc, c'est une stabilité qu'on a observée qui ne se traduit pas seulement en termes de conditions d'emploi, mais qui se traduit aussi finalement en termes de fidélité en poste et de rétention, puisque on a environ 7 à 8 ans d'ancienneté moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'un salarié permanent reste en moyenne un petit peu plus de 7 ans dans un ACI. Et la moitié des salariés permanents sont en poste depuis plus de 5 ans. Donc, c'est un niveau qui est certes un petit peu plus modéré que ce qu'on peut observer dans l'ensemble de l'économie, mais qui est quand même assez élevé, et donc notamment pour l'ESS, encore une fois. Ça va être des logiques de rétention qui vont être assez différenciées, notamment par exemple dans les fonctions administratives, où là on a pas mal de salariés qui tendent à rester plus de 10 ans en poste, et donc notamment des femmes, et également le cas au fur et à mesure que la taille de l'ACI augmente, plus l'ACI est grand, plus les salariés restent longtemps en poste, parce qu'il y a certainement un effet aussi possibilité de mobilité interne, ou évidemment le fait qu'il y a aussi davantage de fonctions administratives dans ces ACI-là qui drainent plutôt des personnels qui sont assez fidèles en poste. Donc voilà, donc on est vraiment maître mot pour les salariés permanents, c'est plutôt stabilité. Si jamais on regarde, là pour le coup, les profils des salariés permanents, donc en termes d'âge, en termes de genre, effectivement, la première chose qu'on voit, c'est qu'on est sur des salariés, une population salariée où il y a globalement un peu moins de jeunes que dans l'ensemble de l'économie. Vous le voyez ici, c'est une pyramide des âges qu'on a réalisée, et vous voyez elle est assez élargie dans la moitié haute, et un petit peu plus aussi du côté des hommes. Donc voilà, ce qui signifie qu'on a quand même, même si on a une répartition de l'emploi qui est assez équilibrée selon hommes et femmes, puisque les deux zones orange et violette sont de la même taille, on a un gros pool de salariés femmes entre 45 et 50 ans, et on a quand même un bon pool de salariés hommes entre 50 et 60 ans. Ça dénote quand même d'enjeux assez importants en termes de renouvellement des effectifs, notamment les effectifs permanents. Et puis, qui dit renouvellement des effectifs dit aussi problématique de transmission de compétences. Et ça, c'est valable en particulier de ce qu'on a eu dans nos échanges avec vous. C'est valable en particulier pour les métiers techniques, pour lesquels on a cette exigence de double compétence entre la compétence qui est liée à l'activité support et la compétence qui est liée à l'encadrement technique, l'encadrement d'équipe. Et donc, on a quand même un mix de compétences qui est assez unique, notamment sur les métiers techniques, qui fait qu'il y a un enjeu fort de garder ces compétences à l'intérieur de la structure, de former des salariés plus jeunes qu'on va inciter à rester pour pas perdre la compétence. Donc voilà, en moyenne, dans les ACI, on est quasiment à 45 ans d'âge moyen, ce qui est quand même assez élevé. Donc, je vais laisser la parole à Élie pour vous présenter quelques chiffres sur les salariés polyvalents. Il faut que tu actives ton micro, Élie. Avec le micro, c'est mieux. Donc, oui, quelques mots sur les salariés polyvalents qui faisaient aussi partie du périmètre de l'enquête, même si, comme Nolan le disait, le focus était plutôt sur les permanents. Mais on a pu quand même dégager quelques indicateurs concernant les salariés polyvalents.
Alors, la totalité des salariés polyvalents de la branche sont employés en CDDI. Donc, ce sont des contrats qui peuvent durer au maximum 24 mois. Et ce qu'on observe parmi les structures de la branche, c'est que en moyenne, un salarié polyvalent reste entre 6 à 7 mois dans sa structure. Au niveau du temps de travail, ce qu'on observe sur les salariés polyvalents, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a dit sur les permanents, c'est-à-dire que plus de 90% des salariés polyvalents sont à temps partiel. Le temps de travail moyen hebdomadaire, c'est 27 heures. Et on a des petites différences entre salariés polyvalents dans le sens où le temps partiel touche un petit peu plus les femmes en proportion et aussi davantage les salariés polyvalents qui exercent des activités liées à l'agriculture et à l'environnement en général, où on observe des temps de travail hebdomadaires qui vont être un peu inférieurs à la moyenne et également des durées de contrat qui vont être un peu plus courtes. Alors, ensuite, je ne sais pas si tu peux, Nolwenn, voilà, donc si on passe sur des indicateurs plus concernant le profil de ces salariés polyvalents, on a une population qui est en majorité masculine. Deux tiers des salariés polyvalents sont des hommes. Et comme on le disait tout à l'heure, qui est plutôt communauté avec les permanents, la même chose s'observe pour les polyvalents concernant l'âge moyen. C'est une population qui est relativement âgée si on compare à la population salariée de manière générale. On a seulement 10% des salariés en parcours d'insertion qui ont moins de 25 ans et 36% d'entre eux ont plus de 45 ans. Concernant la répartition de la féminisation selon les différentes activités, on a beaucoup d'hétérogénéité avec certaines activités qui vont accueillir beaucoup de femmes en parcours d'insertion, qui vont être par exemple la vente ou la blanchisserie, où on a plus de 50% de femmes, donc une population à majorité féminine, alors que d'autres activités vont, elles, être vraiment très majoritairement masculines, comme la construction ou la restauration, où là, on a vraiment trois quarts des salariés polyvalents qui sont des hommes. Donc, on a une répartition qui est très genrée selon les métiers. Quelques mots maintenant sur une autre forme d'emploi qui est importante dans la branche, c'est le bénévolat. Ce qu'on a observé, c'est que près de 400 chantiers d'insertion ont fait appel à au moins un bénévole au cours de l'année 2020. C'est assez important puisque ça représente un tiers en fait, des chantiers d'insertion de l'ensemble des chantiers d'insertion de la branche. Le bénévolat, c'est la forme d'emploi autre que le CDDI, et le CDI, c'est la forme d'emploi auquel on a le plus recours dans la branche. D'autres modalités d'intervention ont été observées, mais elles étaient beaucoup plus marginales. On a par exemple des volontaires du service civique qui sont notamment présents dans les chantiers d'insertion de taille importante, et aussi quelques salariés qui viennent sous forme d'auto-entrepreneurs ou d'intérimaires. Mais là aussi, c'est plus marginal. On a seulement 10% des chantiers d'insertion qui ont déclaré avoir fait appel à des intérimaires, et seulement 5% des chantiers qui ont recouru à l'auto-entrepreneuriat. Alors maintenant, quelques mots sur les flux de recrutement. Donc par nature, forcément, étant donné que les structures de la branche ont vocation à accueillir des contrats, des salariés en parcours d'insertion, donc pour une durée déterminée, par nature, on a un turnover qui est très élevé. Le turnover de la branche dans son ensemble, on l'a estimé à 69%. Et si on s'intéresse uniquement aux salariés permanents, on est quand même à un turnover de 24%, donc ce qui témoigne d'un vrai dynamisme de l'emploi. On a eu en 2020 près de 26 800 recrutements et environ 25 300 départs, donc permanents et polyvalents confondus. Globalement, près des 2 tiers des structures sont parvenues à recruter un permanent en 2020.
avec cependant une différenciation assez importante selon le secteur d'activité, notamment les chantiers proposant des services sont généralement de plus petite taille et ont moins tendance à recruter que les autres. On a un peu moins de la moitié des chantiers spécialisés dans les services qui sont parvenus à recruter un permanent en 2020. Cependant, malgré ce dynamisme de l'emploi, malgré cette propension à recruter, beaucoup de chantiers ont signalé rencontrer des difficultés de recrutement. La moitié des structures environ a déclaré rencontrer des difficultés de recrutement. La raison principale de ces difficultés, c'est le manque de candidats ayant les compétences recherchées. Donc, notamment dans l'agriculture et dans l'environnement et dans la construction, où on a des activités qui requièrent à la fois une compétence sociale, mais aussi un vrai savoir technique, où on va avoir du mal à trouver les candidats ayant le profil. 48% par exemple des chantiers d'insertion spécialisés dans les activités agricoles estiment que sur l'année, ils ont été confrontés à cette difficulté. Deux autres facteurs qui sont importants, c'est un manque d'attractivité de la rémunération, notamment toujours dans les secteurs de la construction et de l'agriculture où les chantiers d'insertion peuvent être en concurrence avec d'autres activités qui peuvent parfois être plus rémunératrices. Et également le manque de moyens financiers qui touche là beaucoup, en majorité en tout cas, les chantiers spécialisés dans les services qui, comme je le disais tout à l'heure, sont des structures qui sont généralement de plus petite taille. Donc, un quart d'entre eux estiment que le manque de moyens financiers a perturbé leur projet de recrutement. Alors maintenant, quelques mots sur la répartition des salariés selon les niveaux de la classification. Donc, on a 3 niveaux de classification, A, B et C. Et ce qu'on observe, c'est que les 3 quarts des salariés sont positionnés sur les niveaux B et C, ce qui signifie qu'on est face à une population de salariés permanents qui est plutôt une population experte, entre guillemets, qui occupe les niveaux les plus hauts de la classification, ce qui reflète aussi ce qu'on disait tout à l'heure concernant l'âge moyen de la population de salariés permanents, et donc sont plutôt des salariés qui sont expérimentés et donc qui sont sur des niveaux de classification qui traduisent cela. Les coefficients les plus fréquents, donc ce sont le coefficient 285, 315 et 345 qui rassemblent un peu plus de la moitié des salariés, presque 2 tiers des salariés, qui sont en fait les coefficients associés au métier emblématique d'encadrant technique, qui est le métier rassemblant la plupart des salariés permanents. Donc on retrouve la prépondérance de ce métier se reflète aussi au niveau des coefficients de classification. Maintenant, si on regarde les niveaux de rémunération, alors en moyenne, nous, on a estimé que la rémunération mensuelle brute de base moyenne des salariés permanents de la branche était d'environ 2 180 € en 2020. Si on ajoute à ça le fait que les compléments de rémunération s'élèvent à environ 2% de la rémunération, donc environ 40 €, on a au total une rémunération, donc complément plus salaire, qui s'élève à 2 220 € par mois en moyenne. Et ce qu'on observe sur ces rémunérations, c'est que la distribution, là, le graphique que vous pouvez voir en bas montre que les niveaux de rémunération sont assez homogènes selon les salariés. On n'a pas d'écart significatif. Plus de 90% des salariés, finalement, gagnent entre 1 750 €, on va dire, et 2 500 €. C'est vraiment la tranche qui concentre la quasi-totalité des rémunérations. Et un autre point sur lequel les rémunérations sont homogènes, c'est quand on compare en fait les rémunérations pratiquées selon les ACI exerçant des spécialités différentes. On a
pas de différence significative. Finalement, qu'on soit un encadrant technique dans l'agriculture ou un encadrant technique dans la construction, il n'y aura pas de différence significative puisque globalement, les niveaux de rémunération sont relativement proches de ce qui est prévu par la convention collective. Donc, les rémunérations sont très homogènes. Ce que ça traduit, en fait, c'est que tout ce qui est rémunération est vraiment très, très structuré par la classification au sein de la branche. C'est une spécificité de la branche qui va aussi, qui est un petit peu aussi dans la lignée de ce qu'on peut observer dans l'action sociale, dans la santé, enfin, d'avoir, voilà, en fait, la grille de classification et les minima conventionnels qui sont presque, entre guillemets, normatifs, enfin, prescriptifs. Voilà, c'est une particularité de la branche et c'est ce qui explique, voilà, c'est ce qui explique que voilà, on est quand même beaucoup de salariés qui gagnent pile 2100 €, ce qui correspond en fait au minimum conventionnel d'encadrant technique, et ce qui explique aussi que le chantier de classification soit aussi important pour le travail de branche. Oui, et de ce fait aussi, c'est vraiment l'expérience des salariés qui détermine aussi beaucoup la progression salariale, puisque avec l'expérience, on passe des niveaux de classification et donc on augmente de rémunération. Il y a environ 50% d'écart de mémoire entre un salarié permanent débutant et un salarié permanent en fin de carrière. Alors maintenant, au niveau le questionnaire a aussi permis de mesurer comment les avantages sociaux et les aides personnalisées étaient utilisés par les structures. Alors, ce qu'on observe, c'est que environ 330 ACI proposent au moins un type d'avantage, donc que ce soit des tickets restaurants, des chèques vacances, des avantages en nature ou bien des aides à la mobilité. Donc, ça représente environ un quart des ACI qui proposent ce type de complément. Ce sont là, on a un vrai effet de taille, hein, dans le sens où plus la structure est grande, plus les salariés vont avoir tendance à toucher ce type de complément. Et le complément qui est le plus fréquent, finalement, ce sont les tickets restaurants. Dans l'ensemble, environ 7% des ACI proposent des tickets restaurants. Et c'est notamment prégnant dans les grandes structures où 35% d'entre elles en versent. On a aussi les avantages en nature et les aides à la mobilité qui sont importantes, notamment les aides à la mobilité où l'éloignement géographique et l'isolement sont des choses qui sont beaucoup revenues en entretien, et on observe que un peu moins de 10% des ACI versent des aides à la mobilité à leurs salariés permanents. Alors maintenant, on a une des questions de l'enquête visait à interroger sur le précédent, la situation précédente des salariés permanents. Donc, on cherchait à savoir en fait d'où venaient finalement les salariés permanents qui travaillaient dans les chantiers d'insertion. Et ce que traduit les résultats, c'est que il y a un vrai écosystème de l'insertion par l'activité économique, dans le sens où plus de la moitié des permanents, donc environ 4900, viennent en fait soit d'une autre structure qui exerçait des activités similaires, soit de la même structure où ils étaient en parcours d'insertion. Près d'un quart des permanents travaillaient précédemment dans leur structure, mais en tant que salariés polyvalents, et donc ont pu accéder à un poste d'encadrement au fil du temps. Donc, c'est une proportion qui est assez importante et qui traduit une vraie possibilité d'évolution au sein de la structure et l'existence d'un vrai écosystème de l'insertion par activité économique où finalement on arrive à garder les compétences au sein du secteur et à capter les profils
les profils ayant les compétences, à la fois la compétence sociale et la compétence technique, on arrive à les fidéliser et à les maintenir dans le secteur. Ouais, juste un mot sur ce chiffre de 2000 salariés. Il est quand même assez unique parce que, en tout cas, c'est la première fois qu'on arrive à objectiver ce phénomène-là de passage de salariés en parcours d'insertion à pérennisation de l'emploi au sein de la structure en tant que assistant technique, puis ensuite, pourquoi pas, plus tard encadrant technique. Donc, voilà, on a commencé cet observatoire avec cette intuition qui nous avait été remontée par pas mal de structures que c'était un phénomène qui existait. Et donc, c'est vos réponses notamment qui ont permis de l'objectiver. Et donc, voilà, environ 2000, ce qui est quand même un chiffre assez significatif. Alors, toujours sur l'idée de l'évolution professionnelle au sein de la branche, mais maintenant, si on se concentre uniquement sur les salariés permanents, on a là aussi des dynamiques qui sont intéressantes avec de vraies possibilités d'évolution pour les salariés permanents. Donc, plus de la moitié des salariés permanents interrogés par l'enquête ont connu au moins une évolution au cours dans la structure dans laquelle ils évoluent. Et ces évolutions, elles sont en majorité caractérisées par en fait un passage de niveau de classification. Donc, environ 40% des permanents de la branche ont passé au moins un niveau de classification depuis qu'ils sont arrivés dans leur structure. Donc, ce qui est assez conséquent et qui traduit encore une fois le caractère central de la classification qui finalement est vraiment utilisé pour offrir des évolutions à la fois de situation et de rémunération. C'est notamment vrai au niveau des postes d'encadrement technique et d'administration et de direction, où là, on a plus de 40% des salariés qui ont connu une évolution professionnelle, un changement de niveau de classification depuis leur entrée dans la structure. C'est ça, en fait, on a des mobilités, en tout cas qui sont, des évolutions professionnelles qui sont globalement facilitées dans la famille administration-direction parce qu'en fait, on a aussi une plus grande diversité de métiers. Et aussi un caractère un peu plus évolutif. Enfin, voilà. Si jamais on est accompagnateur socio-professionnel, finalement, c'est assez compliqué d'évoluer au sein de la famille parce que voilà, on peut être accompagnateur B, accompagnateur C, mais on restera quand même toujours plus ou moins accompagnateur. Alors qu'en famille administration-direction, c'est quand même plus facile d'évoluer. Il y a aussi une autre dynamique qu'on a objectivée qui est effectivement, on a des salariés qui vont exercer des emplois qui relèvent de plusieurs familles à la fois. Donc, par exemple, un grand classique, c'est effectivement un accompagnateur socio-professionnel qui va aussi exercer des fonctions administratives, ou encore un encadrant technique qui est aussi coordinateur, en tout cas, qui a des fonctions administratives au sein de sa structure. Ça, c'est quand même assez rare. On est sur environ moins de 10% des salariés qui sont concernés par cette modalité-là. Et c'est quand même évidemment un petit peu plus fréquent dans les petites structures où on a plus le phénomène de multicasquette que dans les grandes structures où on a des salariés qui sont plus spécialisés. Voilà. Donc voilà pour cette présentation portrait et caractéristiques de l'emploi. On sait, c'est dense, ça va vite, donc ne vous inquiétez pas, il y aura un temps de questions, à la fin. Mais donc voilà, ce qu'on en retient, c'est quand même donc à la fois une structuration donc très duale entre le cœur de salariés permanents avec un plutôt équilibré en termes de genre et avec un enjeu assez important de renouvellement des effectifs et de transmission des compétences. Et qui connaît quand même plutôt bien de l'évolution professionnelle et qui évolue au sein d'un même écosystème de l'IAE, soit entre structures, soit voilà. Et de l'autre côté, donc des salariés permanents qui sont plutôt très largement masculins, qui interviennent à temps partiel et qui parfois vont pouvoir évoluer vers l'emploi permanent. Mais donc quand même des réalités, des enjeux qui sont assez différents, et donc notamment beaucoup d'enjeux sur cette population des salariés permanents. Ce qui nous fait une très bonne transition pour la dernière partie, qui est là consacrée plutôt donc, aux enjeux RH qu'on a pu identifier.
Voilà, évidemment, là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un condensé, ou dirais-je plutôt un best-of des résultats de l'Observatoire. Donc, les enjeux RH dans les ACI, donc, nous, on vous a sélectionné aujourd'hui donc, ce qui relève de l'égalité professionnelle, du handicap, du dialogue social et de la formation. Mais évidemment, ce n'est pas les seuls. Voilà, c'est simplement ceux qui nous semblaient aujourd'hui les plus saillants et qui transparaissent déjà pas mal de ce qu'on a pu vous présenter. Donc, c'est cette dernière partie. Donc, si on parle d'égalité professionnelle, et donc effectivement, c'est quand même une thématique d'actualité au sein de la branche et qui est vraiment au cœur de la réflexion des partenaires sociaux en ce moment. Et donc, on a un petit peu cette problématique de réalités différentes selon les périmètres, et donc du coup, peut-être des solutions qui sont différentes selon les périmètres, puisque donc, on a cet emploi permanent qui est plutôt équilibré et cet emploi polyvalent qui est plutôt très, très masculin. C'est globalement une répartition qui est plutôt stable dans le temps. Vous le voyez à gauche, ça bouge pas énormément. Mais comment dire, derrière cette apparente, ces moyennes qui sont assez stables, et donc notamment sur l'emploi permanent qui a priori est équilibré, en fait, évidemment, on a quand même des dynamiques qui sont très différenciées selon ici en particulier l'activité support qui est exercée par la branche. Assez traditionnellement, on va avoir pas mal de femmes dans ce qui va être activité de service, en tout cas assez majoritaire, donc tout ce qui va être vente, textile, vente, sa blanchisserie par exemple, en production-construction, donc on a notamment pas mal de femmes dans la confection textile. Et en revanche, dès qu'on passe dans les activités un peu historiques, agricoles, environnementales, là, pour le coup, on a quand même beaucoup moins de femmes. Ça reflète quand même pas mal ce qui se passait au niveau des salariés polyvalents qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt. Donc, on a quand même une problématique de féminisation de l'emploi, à la fois permanent et polyvalent, selon les activités les activités support qui sont concernées. Et donc, pas uniquement au niveau des activités, si jamais on descend au niveau métier. Donc voilà, la moyenne, c'est la raison pour laquelle la moyenne est parfois un mauvais indicateur en statistique, c'est-à-dire que voilà, en moyenne, vous avez quasiment 50-50 entre hommes et femmes, mais en fait, quand vous regardez dans le détail des métiers, c'est une segmentation de l'emploi qui est quand même très, très genrée. Parce que c'est assez classique, hein, on a ça dans l'ensemble de l'économie, les ACI ne sont pas plus mauvais élèves que les autres, mais en tout cas, voilà, ils sont dans la moyenne il y a encore du travail, avec, vous le voyez directement ici, donc tout ce qui va être fonctions administratives qui vont être féminisées à hauteur de plus de 80%, 90%. Les fonctions d'accompagnement socio-professionnel et donc d'insertion qui vont encore une fois ici être féminisées à plus de 80%. Et en revanche, un métier, un encadrement technique qui est majoritairement masculin. Donc même très 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 largement, vous avez seulement un quart de femmes parmi les encadrants techniques, qui représentent quand même vraiment le métier qui rassemble les plus gros volumes d'emploi dans la branche. Donc, en fait, on peut dire que l'absence de féminisation du métier d'encadrant technique est compensée par la très très forte féminisation de tout le reste. Parce que si vous vous rappelez la cartographie des métiers au début, l'encadrant technique, c'était quasiment la moitié de l'emploi. Donc, voilà, c'est la moyenne de 51%, elle cache quand même pas mal de disparités. Et un dernier phénomène qui est assez intéressant aussi, c'est on voit qu'en fait, à mesure qu'on progresse notamment dans les niveaux administratifs, on a des fonctions qui sont de moins en moins, qui sont moins féminisées. Donc notamment, on a moins de 40% de femmes qui sont dirigeantes de structures. Voilà, donc les femmes semblent, en tout cas dans les fonctions techniques, un petit peu plus trouver leur place sur les fonctions de coordination. Voilà, mais et donc tout ce qui va être chargé de projet de développement, ça pour le coup on ne vous l'a pas mis parce qu'en fait c'est un métier qui est en émergence et pour l'instant on en a encore trop peu pour vous donner des statistiques fiables, mais donc on espère que la prochaine édition de l'Observatoire nous permettra d'objectiver ça. Donc voilà, on a quand même des enjeux en termes de féminisation des différents métiers qui sont très importants. Et donc, oh non, je vous dis quand même encore un petit mot sur l'égalité professionnelle. Par contre, du coup, la corollaire de ça, c'est que si on a surtout des femmes dans les métiers administratifs, et qu'on a dit tout à l'heure que les métiers administratifs étaient ceux qui proposaient le plus d'évolution professionnelle, la corollaire, c'est que du coup, les femmes ont globalement plus de trajectoires évolutives au sein des ACI, donc aussi plus de mobilité, qu'elle soit horizontale ou verticale. Donc voilà, c'est quand même un point qui est à souligner.
Et donc, voilà, on en reste là pour l'instant sur cet enjeu d'égalité professionnelle, parce qu'on voulait vous dire également quelque chose sur le handicap. Handicap qui est également un enjeu assez important dans les ACI, parce que vous voyez très bien que vous avez donc quand même une part significative de l'emploi, des emplois qui sont occupés par des salariés qu'on peut qualifier de seniors. Bon, alors nous, la définition de senior, évidemment, elle est très malléable, c'est-à-dire que vous avez des institutions qui considèrent qu'on est senior généralement c'est à partir de 55 ans, il y en a qui disent 50, dans l'intérim ils disent à partir de 45 ans, donc non, nous on prend à partir de 55 ans, mais donc senior et handicap c'est quand même des enjeux qui sont très liés, et donc qui vont concerner à la fois la population des salariés permanents et des polyvalents. Donc au total, on a un peu plus de 2500 salariés qui sont en situation de handicap au sein des ACI. C'est quand même beaucoup, parce que ça fait un petit peu plus de 7%, quasiment 7% de l'emploi. Alors, à titre de comparaison, vous savez sans doute que l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, dans la loi, c'est minimum 6%. Et qu'en moyenne, dans l'ensemble de l'économie, on est plutôt au niveau de 3,5%. Donc, les ACI sont 2 fois au-dessus, ce qui est quand même un signal assez fort. Et ce qui s'explique notamment par les caractéristiques des salariés polyvalents, pour le coup. Puisque donc on a en fait 80% des salariés en situation de handicap qui sont des salariés en parcours, et voilà, c'est ce qui s'explique parce qu'on est sur des publics, le handicap va faire partie des freins à l'emploi, et donc notamment ça va pouvoir être aussi le travail des ACI que d'accompagner à la reconnaissance d'un handicap. Donc on a un terreau extrêmement favorable à l'emploi de salariés en situation de handicap, qui évidemment pose des enjeux pour les ACI, donc notamment quand ça s'articule avec la question d'emploi senior et de transmission des compétences et d'aménagement des fins de carrière, mais qui est quand même extrêmement favorable par rapport à l'ensemble de l'économie. En termes de dialogue social, pour le coup, qui est notre troisième enjeu qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Bon, vous êtes là aujourd'hui, donc logiquement, vous croyez un petit peu au dialogue social. Mais ce qu'on observe dans la branche, c'est qu'on a un dialogue social qui est quand même de plus en plus formalisé, puisque on a à peu près un peu plus de 40% des ACI qui comptent au moins une instance de dialogue social en 2020. Donc par ça, on va compter notamment ce qui va être en particulier le CSE, dans une moindre mesure, ce qui va être délégués syndicaux, sections syndicales, ISCT. Et donc, c'est 40% d'ACI, mais qui regroupent en fait les 2/3 de l'emploi. Donc voilà, donc les 2/3 des salariés exercent dans une structure où il y a au moins une instance du dialogue social. Et en fait, c'est éminemment lié à la taille des structures. Enfin, voilà, il y a l'effet taille pour le CSE, on le voit ici directement. En fait, à partir de 11 salariés, on a plus de la moitié des structures qui ont au moins une instance de dialogue social. Et plus la structure augmente en taille, plus ce dialogue social va être riche et diversifié. Et donc, ça se matérialise notamment en termes de négociations collectives, puisque en fait, les thématiques privilégiées, on a quand même un dialogue, une négociation qui va être assez riche, et qui va surtout tourner autour de la durée du travail, des classifications et puis des rémunérations. Voilà. On a... je vous l'ai mis exactement ici, on a à peu près un tiers des ACI qui ont recours à la négociation collective. Donc c'est quand même assez significatif. Et donc évidemment, en très grande... un effet taille ici encore qui est assez important. Voilà. Donc un enjeu pour la branche aussi d'accompagnement de ce dialogue social au niveau des structures. Donc ça, voilà, c'était notre troisième enjeu. Et notre dernier enjeu, c'est pour le coup un enjeu de formation professionnelle. Évidemment, un enjeu assez fort au sein des ACI, évidemment de par la structure de l'activité, puisqu'il y a quand même des impératifs et des enjeux forts de formation des salariés polyvalents pour accompagner le retour à l'emploi. Mais
on a aussi des enjeux forts de formation des salariés permanents, et en particulier sur les métiers techniques, pour justement favoriser l'acquisition de cette double compétence, insertion, enfin, encadrement et puis technique, que en fait, les salariés sont assez rares à posséder quand ils entrent dans la structure, en tout cas de ce qui nous a été remonté par les employeurs. Et donc, évidemment, les structures de la branche sont quand même de grandes formatrices, puisqu'on a un peu plus de 26 000 actions de formation qui sont passées par le co-formation en 2020, et ça représente environ 24 millions d'euros. Donc voilà, c'est des montants et des chiffres qui sont un peu en constante augmentation. Deux raisons à ça. Bon, déjà, évidemment, l'effet affiliation des structures à la convention collective, puisqu'on a vu que le nombre l'emploi augmentait au fur et à mesure, le nombre de structures augmentait. Donc mathématiquement, ça va augmenter ici dans le même tour. Mais on a aussi évidemment tout ce qui a été donc, la politique de financement favorable, donc le PIC en particulier, qui a permis une augmentation constante du nombre d'actions et puis des montants engagés. Voilà, dans ce contexte-là, donc je vous le disais, les structures de la branche sont quand même des formatrices assez importantes, puisqu'on a les trois quarts des ACI qui ont formé au moins un salarié en 2020. C'est un taux qui est assez élevé même pour le reste de l'ESS. En revanche, si jamais on entre dans le détail, évidemment, il faut différencier entre ce qui se passe pour les salariés permanents et ce qui se passe pour les salariés polyvalents. Ce qu'on observe, c'est que là où on a un recours à la formation qui tend à augmenter, en tout cas à progresser pour les salariés en parcours d'insertion, ce qui est plutôt logique du fait du PIC, en fait, le recours, en tout cas l'accès à la formation pour les salariés permanents tend, lui, plutôt à diminuer sur la période récente. Voilà, ça se voit dans les deux visuels qu'on vous a présentés ici. Et donc, c'est vrai que nous, on a pu se retrouver face à des structures qui nous disaient c'est vrai que c'est compliqué, notamment pour si jamais on veut former un encadrant technique. Bon, déjà, trouver la formation, trouver les financements. Et puis ensuite, après, tout ce qui va être organisation du remplacement, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a quand même une vraie logistique. Déjà, il faut connaître l'offre de formation, il faut trouver les financements associés, et puis ensuite, il faut pouvoir organiser la logistique d'envoyer un salarié permanent en formation. Et donc, ça peut engendrer des difficultés. Mais au global, on a quand même les trois quarts des ACI qui parviennent à répondre à leurs besoins en formation. C'est un petit peu moins le cas sur les salariés permanents, c'est beaucoup le cas sur les salariés polyvalents. Beaucoup de formation et globalement une satisfaction vis-à-vis de la formation. Et donc, on voulait terminer aussi en vous donnant un petit aperçu sur les principales thématiques de formation qui sont mobilisées pour les salariés permanents. Et en fait, là, globalement, vous avez vous avez trois catégories, mais en fait, vous en avez deux. Vous avez tout ce qui va être compétences métiers, donc compétences métiers qui vont relever de l'activité d'insertion, donc en particulier encadrement technique, management d'équipe, accompagnement social. Et puis les compétences métiers qui vont être vraiment très techniques, donc entretien, bâtiment, transport, maintenance, etc., qui vont vraiment être liées aux activités support pour le coup. Et donc globalement, on voit que à peu près la moitié des formations concernent des compétences métiers. Donc ça veut dire qu'on a des enjeux de formation qui sont vraiment très forts sur l'activité au quotidien, en fait, sur le contenu des métiers au quotidien. Par contre, la corollaire de ça, c'est on voit qu'on a quand même aussi quasiment la moitié des formations qui concernent des compétences transverses, et pas uniquement, enfin en grande majorité, mais pas uniquement sur les métiers, pour les métiers de l'administration et de la direction. Vous le voyez sur le graphique de droite, en fait, la première thématique de formation des encadrants techniques, c'est ce qui va être les compétences transverses. En fait, ça dénote finalement de tous ces enjeux qu'on a en ce moment autour de la gestion associative, la recomposition des logiques d'activité, des modèles économiques en tout cas. Et donc, il y a quand même un vrai enjeu de tout ce qui va être professionnalisation des fonctions de coordination, de développement et de gestion, donc qui se retrouve dans toute la partie transverse et qu'on observe un peu partout dans les secteurs associatifs où on peut intervenir. Et donc, les ACI n'échappent pas à la règle, finalement. Voilà, donc c'est une petite clôture sur les principaux enjeux de compétences pour les salariés permanents.
Et ben voilà, on commence, me semble-t-il, à arriver au bout de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Évidemment, c'est pas exhaustif. Vous avez enfin, voilà, l'ensemble qui est donc dans le rapport de branche qui a été communiqué aux partenaires sociaux. Ce que je propose maintenant, c'est peut-être de repasser la main, à Marion, et puis ensuite Oui, tout à de fait. prendre les questions. Tout à fait, on va faire ça. On est vraiment bien dans le timing parce qu'effectivement, il nous reste une grosse quinzaine de minutes pour les questions. Juste pour vous dire qu'un deuxième sondage va être lancé suite à cette intervention de Nolwenn. Vous pouvez donc répondre, vous avez un choix multiple, hein, où vous pouvez répondre à deux types de questions, ce qui va donc me laisser le temps de prendre de connaissance des questions qui ont été le plus plébiscitées. Pour ceux qui voudraient encore voter pour certaines questions, n'hésitez pas. Bon, normalement, vu le temps qui nous reste, on devrait pouvoir y répondre à toutes. Alors, les deux premières questions concernent finalement un petit peu plus l'introduction sur les grands chantiers du Cinési. Donc, je vais plutôt me tourner vers Eric pour ces deux premières questions. Donc, la première est de savoir s'il est prévu une hausse du point d'indice prochainement et une négociation est-elle en cours? Ah, Eric, on ne t'entend pas encore. J'arrive. Excusez-moi, Voilà, j'ai parfait. un petit problème de micro. Donc, première question sur est-ce qu'il est prévu une augmentation de la valeur du point. Nous ouvrons la négociation annuelle sur les salaires dans 15 jours. Hein. On a une CPPNI le 26 mars, donc on va ouvrir la négociation. On a un conseil d'administration la semaine prochaine qui fixera un mandat aux négociateurs. Voilà. Je ne sais pas ce à quoi on va aboutir, je ne sais pas encore ce que sera le mandat. Ce que je peux vous dire, ce qui remonte d'ici et là, à la fois des contacts avec des ACI, mais aussi des contacts avec les organisations syndicales, c'est que la pression est relativement forte. Voilà, donc il va falloir... on peut imaginer que la situation va être compliquée entre les aspirations des salariés qu'on peut entendre, qui en elles-mêmes ont leur propre légitimité, sur lesquelles on n'a pas à porter de jugement, et puis la capacité de nos organisations à améliorer les conditions de vie de nos collaborateurs. Donc, on a, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un vrai dossier. C'était sur la première question. La deuxième question, Merci, Marion. Eric, oui. Alors, la deuxième question, mais je crois que tu as répondu en privé, mais ça a l'air d'intéresser d'autres personnes, sur le travail qui avait été commencé il y a quelques années, donc sur l'aménagement du temps de travail. Est-ce qu'il y a un nouveau travail, un nouveau chantier prévu sur cette question? C'est un dossier effectivement qu'on doit réouvrir. Vous avez vu, on a déjà de nombreux chantiers. Voilà, on sait qu'on a un accord d'entreprise un accord de branche qui est un petit peu fragile. On a des demandes d'ateliers, d'ACI, éventuellement d'ouvrir une discussion autour de ce qu'on appelle le CDI de chantier. C'est ça, Marion, l'appellation, je crois. Voilà, donc c'est un des dossiers qu'il nous faut réouvrir, mais nos moyens sont ceux qu'ils sont, la disponibilité des partenaires sociaux également. Voilà. Mais c'est un dossier qu'on a en tête. Et puis, il y a une troisième question qui est venue à la fin, est-ce que la branche a prévu quelque chose par rapport à la représentation des salariés en parcours? C'est une des dernières questions. Non, il n'y a rien de prévu particulièrement. La seule chose que je peux rappeler, c'est d'une part que les salariés polyvalents, les salariés en parcours sont dans les effectifs, donc ont un droit d'élection, à la fois de vote et d'élection dans le cadre du CSE, mais je vous rappelle surtout la possibilité qui est donnée aux structures d'expérimenter ce qui est issu de la dernière loi sur l'insertion par l'activité économique, la mise en place d'une commission insertion issue du CSE et en associant des salariés en parcours, notamment sur la problématique de comment est géré qualitativement l'accompagnement et l'insertion dans nos structures. Voilà. Mais il n'y a pas de mesures spécifiques qui sont en gestation sur ce dossier-là, mais on a conscience que quelquefois, on a une surreprésentation des salariés permanents dans les CSE, et que du coup, on a des CSE qui ne sont pas à l'image de la composition de nos organisations, ce qui est complexe avec un turnover
naturel, légitime des salariés en parcours. Donc, c'est un dossier complexe, mais l'idée qu'on avait eue à l'initialisation de la convention collective avec la création de l'ISCT, qui était un espace de dialogue avec les salariés en parcours, est une préoccupation et une volonté qu'on a de ne pas exclure du dialogue social les salariés en parcours. Pour la première fois, ce n'est pas anecdotique, pour la première fois dans les commissions paritaires nationales, donc à la CPPNI, on a depuis le mois de décembre un salarié en parcours. C'est la première fois qu'on dialogue avec un salarié en parcours. On a toujours dialogué avec des salariés permanents ou alors, même encore souvent plus fréquemment, avec des permanents syndicaux qui ne sont pas salariés d'ACI. Donc le fait d'avoir un salarié en parcours n'est pas du tout inintéressant. Voilà, Marion. Merci Eric. Donc là, plutôt une question donc pour Nolwenn et Élie. Les moyennes des salaires incluent ceux des coordinateurs et directeurs. Cela ne fausse-t-il pas la moyenne chez les encadrants et CIP? Serait-il possible d'avoir les informations par emploi repère? Donc là, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, là, c'était sur une slide où c'était c'était une moyenne qui était faite. Mais alors, bon, vous allez compléter, mais effectivement, c'est ce que disait Nolwenn tout à l'heure, c'est que là, on vous présente un peu la partie émergée de l'iceberg de l'observatoire parce qu'il fallait, voilà, on avait 2 heures. En vrai, nous avons un rapport de 60-70 pages qui, quand il a été présenté à la CPPNI, ça a pris plus de 3 heures. Voilà, donc, mais je vous laisse répondre, Nolwenn et Élie. Oui, effectivement, il y a les moyennes par emploi repère sont présentées dans le rapport complet. Mais en fait, du fait de la structure des emplois et du fait que la grande majorité des permanences sont finalement des encadrants techniques, le fait de calculer la moyenne globalement sur tous les salariés ne biaise pas tant que ça, en fait, parce que par effet de masse, tout simplement, en fait, comme la plupart des salariés sont encadrants techniques, les directeurs, coordinateurs ont finalement peu de poids dans la moyenne. Ouais. Par exemple, le chiffre d'ensemble que j'avais donné tout à l'heure en moyenne de rémunération, c'était 2180 €. Et si on s'intéresse uniquement à la moyenne de salaire des encadrants techniques, on est à 2159 €. Donc, c'est un chiffre qui est dans le rapport complet. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, la moyenne d'ensemble reflète assez bien le cœur de métier en fait, des permanents. Ouais, c'est ça. Du coup, 2 chiffres qui ne figurent pas dans le support qu'on vous a présenté, mais qui figurent dans le rapport complet qu'on peut vous donner. Donc, en rémunération mensuelle brute, totale moyenne, donc y compris complément de rémunération. Donc, comme Élie vous l'a indiqué, encadrant technique, on est à 2160 € à peu près. Coordinateur, on est à 2450. Et directeur, on est à 3330 brut. Merci Nolwenn. Une question aussi, alors là c'est plus sur la suite, est-il possible d'être destinataire de cette présentation? C'est ce que je disais en début de webinaire, effectivement il va y avoir des éléments de communication qui vont être transmis à terme, donc bien évidemment les structures de la branche auront connaissance un peu des conclusions de cet observatoire. Une autre question, donc, quels sont les niveaux de qualification des encadrants techniques et ASP à l'embauche? Alors là, c'est très, très précis. Ouais. Effectivement, on a des informations, là-dessus également qui nous sont tirées de l'enquête. On est sur un niveau de formation initial qui est assez modéré. Alors en fait, on a quasiment les 2/3 des salariés qui sont au moins à un niveau bac ou plus. Et on a un petit peu moins de la moitié qui ont au moins un bac +2. Et donc, en fait, si jamais on décline selon les familles de métiers, en fait, les plus formés, ça va être donc la famille accompagnement. Avec là, on a en fait la quasi-totalité des CIP et ASP qui ont un bac +2 ou plus, ce qui est plutôt logique, qui correspond un peu aux exigences du métier. Quasiment, un petit peu plus de la moitié en administration et direction, et en revanche, on a seulement 30% des encadrants techniques qui ont au moins un bac +2. Voilà.
Merci Nolwenn. Alors là, c'était une question qui fait référence au tout début de votre présentation, Nolwenn et Elie. C'était sur la logistique, le domaine d'activité logistique. Donc, un participant se demandait c'était quoi comme activité. Je ne sais pas si c'est plutôt Elie qui répond. Ou... Oui, alors j'ai vu la question passer, effectivement. Ce qu'on peut avoir comme activité, par exemple, c'est, mais c'est qu'un exemple, hein, mais enfin, déjà, c'est une activité qu'on a mis dans la catégorie autre, en fait, on l'a mis dans cette catégorie parce que c'est quelque chose qui est assez peu remonté, donc c'est peu fréquent. Mais ce qu'on peut avoir, c'est par exemple dans des zones industrielles, des chantiers qui vont s'occuper de la préparation de commandes pour des entreprises, ou aussi des activités de conditionnement de produits au service d'entreprise. Donc, ce sont deux exemples qu'on peut donner. Je ne sais pas si Nolwenn, tu en as d'autres, mais c'est des choses Oui, que non, j'ai c'est vues. ça. C'est ce que j'avais en tête. J'avais un peu de manutention en tête aussi. Mais oui, ça reste marginal quand même. Oui. Merci à tous les deux. Donc, une autre question, alors là, qui est remontée parce qu'on a eu un vote. Ne peut-on pas appuyer l'utilisation du PIC-IAE pour les permanents? Donc, non, le PIC-IAE, pour le moment, c'est les salariés en insertion, mais je pense que toute cette question-là, ça fait référence à des commentaires que j'ai vus passer en discussion sur voilà, le manque de moyens constaté par les structures sur la formation notamment des permanents et notamment dans les plus de 50 salariés. Alors, sachez que pour les salariés de plus de 50 salariés, la branche a fait le choix depuis 2 ans maintenant d'axer ces fonds conventionnels prioritairement sur les plus de 50, parce qu'effectivement, les OPCO ont tout un plan de développement de la formation sur les moins de 50 salariés. C'est pourquoi la branche a plutôt essayé de booster la formation pour les plus de 50. Mais effectivement, c'est un enjeu. Je ne sais pas si Eric, Christian, vous voulez réagir sur ce point. Oui, non, mais juste apporter une précision, c'est que effectivement, ça a été une volonté de la branche pour compenser les effets de la loi, tout simplement, sur les moyens accordés aux plus de 50, mais que ces moyens conventionnels qui sont liés à votre contribution supplémentaire de 0,6% conventionnels sont quand même limités par rapport aux moyens dégagés par la contribution légale. Et donc, des choix ont été faits de privilégier les actions collectives. Donc, on vous engage aussi, je pense que le message est passé aussi dans les régions, à pouvoir, au niveau des permanents, essayer de monter avec plusieurs structures des actions collectives afin de pouvoir bénéficier encore plus facilement des fonds qui ont été fléchés dans ce cadre-là. Pour les adhérents, n'hésitez pas aussi, on a fait un webinaire sur la formation professionnelle avec Uniformation et un cabinet d'avocats qui nous accompagne régulièrement la semaine dernière. Donc, le replay va bientôt être mis en ligne sur vos espaces adhérents du site internet. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir ce webinaire. Alors, une nouvelle question. Que font les... Pardon, excuse-moi. Juste pour ajouter sur la dimension formation, c'est une préoccupation de rappeler que la loi de 2018, c'est ça, oui, fait l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir dans les mois qui viennent un certain nombre d'amendements à cette loi et que la problématique de la mutualisation est dans les préoccupations des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Donc, on devrait sans doute avoir des retombées à terme de cette préoccupation. Excuse-moi, Marion. Non, pas de souci, merci. Donc, une nouvelle question. Donc, que font les bénévoles dans nos chantiers d'insertion? Leur représentation étant très importante, ne prennent-ils pas la place de potentiels salariés en CDDI? Bon, on n'espère pas déjà. Les bénévoles, c'est quand même déjà les administrateurs. Enfin, voilà, il y a déjà, quand on fait appel à des bénévoles, moi, je suis bénévole de Prélude, et bon nombre, sans doute, de participants de ce webinaire le sont. Donc, c'est déjà, voilà. On pourrait imaginer que si les bénévoles prenaient la place de quelqu'un d'autre, ça serait peut-être des places de permanents que des places de salariés polyvalents, me semble-t-il. Mais en tous les cas, c'est vraiment, je n'en ai pas le sentiment. Voilà, on a effectivement un certain nombre d'acteurs sociaux qui sont engagés dans la vie associative et qui participent au développement de nos ACI.
à la création des ACI, souvent des structures ou de nouveaux chantiers, effectivement, ils sont très engagés, mais je n'ai pas le sentiment qu'on soit sur quelque chose qui serait de l'ordre d'un effet de substitution. Alors, nouvelle question. Quelles sont les marges de manœuvre des... on a quand même répondu. Donc, quelles sont les marges de manœuvre de structures de plus de 50 pour financer la formation? Les réformes de la formation nous mettent en difficulté. Donc, voilà, on va peut-être pas trop revenir dessus vu le temps qu'il nous reste. Alors, donc, une question, donc là aussi encore assez précise. Quels sont les niveaux de qualification, variation des encadrants techniques après leur formation d'encadrant technique? Je ne sais pas si on a ce... Alors, je ne sais pas si effectivement on va à ce niveau de détail-là dans le cadre de l'Observatoire. En tout cas, nous, ce qu'on peut vous donner, c'est des informations qui concernent le recours à la formation certifiante pour les encadrants techniques, ou en tout cas pour le personnel permanent. Et on voit qu'en fait, la formation certifiante est extrêmement développée pour les salariés polyvalents, en tout cas plutôt, parce qu'on a à peu près 15% des actions de formation qui sont certifiantes pour les salariés polyvalents. Autant pour la population des salariés permanents, c'est plus compliqué. Parce qu'on est seulement à entre 5 et 10% d'actions de formation qui sont certifiantes. Et dans les principales certifications qui vont être visées, on a, en tout cas pour les salariés permanents, on a par exemple une centaine de titres pro encadrant technique d'insertion, enfin encadrant technique d'IAE par an à peu près. Et après, en fait, les certifications, on a aussi une cinquantaine de CQP encadrant pédagogique en situation de production. Voilà, ça fait partie des certifications qui sont les plus suivies par des salariés permanents. Mais c'est le niveau de détail qu'on peut vous donner. Mais si le nombre en volume peut paraître faible, probablement la part qui représente dans les budgets de formation est sans doute beaucoup plus importante parce que les formations certifiantes sont beaucoup plus coûteuses en coûts pédagogiques, en salaire, etc. Donc le nombre de formations certifiantes n'est pas révélatrice de l'investissement. Oui, non, ça c'est... Voilà. Traditionnellement, effectivement, on a les 10 à 20% de formations certifiantes qui représentent 70% des budgets, des montants engagés. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est assez classique. Alors, on a une autre question, donc vraiment très précise. Je ne sais pas si Nolwenn, vous êtes resté sur votre document de tout à l'heure, mais c'était de savoir quel était le salaire moyen brut des CIP. Oui, si, ça, pareil, je dois pouvoir vous le retrouver. Alors, pour les CIP, on est, donc encore une fois, on parle en mensuel brut total, donc y compris complément de rémunération. Donc, alors nous, on ne différencie pas, on prend ASP et CIP dans le même panier, et donc on est à 2200 € environ. Voilà, c'est des moyennes, hein. C'est des moyennes qui sont tirées de ce que vous nous avez répondu. Alors, une question, donc, elle a été répondue en début de webinaire. Donc, c'était donc quel CQP avons-nous dans la branche? Donc, Eric nous disait tout à l'heure qu'il y a 2 CQP, CQP salarié polyvalent et donc EPSP, donc encadrant pédagogique en situation professionnelle. Donc, je passe rapidement sur cette question. Ah oui, alors, cette question-là, donc effectivement, c'était en tout début de présentation, Nolwenn et Elie, vous faisiez une répartition des clients des structures. La question, c'était de savoir si c'était vraiment le nombre de clients en tant que tel qui était pris en compte ou est-ce qu'il y avait une pondération par rapport au chiffre d'affaires par client et donc leur importance et donc qui élève leur degré d'importance. Oui, alors en fait, là, on est plutôt sur du oui ou non, vers quel type de client tournez-vous vos activités support. Et donc, ça ne prend pas la mesure de la proportion de chiffre d'affaires qui est réalisée avec les différents types de clients. Voilà, c'est juste, quels sont les clients qui sont représentés. Mais il y a quand même la distinction au client principal et secondaire. Donc, client principal apporte un peu cette pondération, mais qui n'est pas quantitative, qui est uniquement quel est votre client principal, mais on ne sait pas exactement la répartition entre les différents clients. Alors, il est 59, donc je vais prendre encore 2 petites questions. Il y a une question donc, sur les 29 180 salariés en CDDI, représente-t-il la totalité des postes CDI
CDI en France dans les chantiers d'insertion. Donc là, effectivement, ce n'est pas la totalité, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Là, on a fait un focus, c'est un observatoire de branche donc qui fait une synthèse de ce qui se passe vraiment dans la branche. Et la branche ne correspond pas à tous les ateliers et chantiers d'insertion et donc ça ne correspond pas forcément, a fortiori à tous les contrats à durée déterminée d'insertion qui sont conclus en France dans les ACI. Voilà. Je peux apporter un petit... Et alors, oui, vas-y, Eric. Christian, pardon. Juste un petit complément, parce que dans la cartographie qu'a montré Nolwenn en début de webinaire, on voit des départements où il n'y a pas de chantier d'insertion. Et parfois, on a des remontées nous disant, mais si, par exemple, dans la Nièvre, il y a des chantiers d'insertion. Donc là, c'est un petit peu le même phénomène, c'est qu'il y a quelques chantiers d'insertion qui sont portés par des établissements publics, hein, notamment des CCAS. Il y a des départements qui ont une culture un petit peu des ACI portés par des établissements publics, et eux ne relèvent pas de la branche et n'apparaissent pas dans la cartographie. L'explication, mais c'est un petit peu du même ordre que la réponse que tu viens de faire. Là, il est midi, donc il y avait deux questions qui étaient très liées entre elles. C'était sur la remise du rapport de 70 pages. Est-ce que c'était que pour les adhérents, est-ce qu'il serait remis à tout le monde? Pour le moment, en fait, ce rapport, il était surtout pour les partenaires sociaux de la branche. C'était une commande de la branche. Après, sur le reste, je vais peut-être laisser Eric répondre. Oui, voilà. Sur la restitution de ce travail-là, je vais en profiter pour remercier publiquement la qualité des cabinets qui ont mené cette enquête. À la fois le Cinésime et les partenaires sociaux sont extrêmement satisfaits du travail qui a été produit, et je tenais à renouveler mes remerciements. Dans le contrat qui est prévu avec le cabinet, il y a effectivement un document de synthèse qui a une vocation à diffusion large, qui vous sera diffusé, qui sera globalement public. Quand on vous avait invité à répondre au questionnaire, on avait indiqué que les participants, enfin les répondants, bénéficieraient d'un retour d'information. Et donc, c'est le cas de ce webinaire aujourd'hui, qui va quelquefois même au-delà du document de synthèse dont je parlais, et ont été invités à participer à ce séminaire aujourd'hui. Il y a un côté premium, si on veut, puisque nous n'avons invité que des répondants. Voilà, c'était une façon de les remercier. Voilà. Quant au rapport global, qui n'a pas une vocation à être diffusé extrêmement largement, et de toute façon une propriété de la branche, non pas du Cinésime, mais de l'organisation employeur et des organisations syndicales, et qu'actuellement il n'est pas prévu, on peut peut-être en reparler avec eux, mais il n'est pas prévu une diffusion extrêmement large du document. Voilà, mais je pense que vous aurez accès à la fois à la synthèse, vous aurez accès au diaporama qu'on a diffusé là, voilà, qui vous donneront quand même beaucoup d'informations. On pourra peut-être rajouter une diapo sur les salaires par emploi repère, voilà, puisque c'était quelque chose d'assez récurrent. Voilà. Donc, merci encore au cabinet, merci aux participants à ce webinaire d'avoir pris du temps de répondre à cette enquête. Vous mesurez bien, au travers des enjeux que j'ai listés en début de webinaire, les dossiers que l'on a et comment ces informations sont précieuses pour pouvoir négocier. Et puis, tout simplement, si vous voulez faire entendre votre voix, you are welcome au Cinésie. Voilà, c'est le meilleur moyen de faire entendre. On essaie d'être représentatif, mais c'est aussi dans le dialogue avec les uns et les autres, voilà, que vous pouvez être entendu, rentrer dans nos instances, peut-être participer à un moment ou à un autre dans les commissions. Et on souhaite clairement que ce soit des employeurs qui négocient, parce qu'ils sont confrontés à la réalité de leurs ACI en face des organisations syndicales. Voilà ce que je voulais dire en conclusion, et je vous souhaite bonne continuation. On passe d'une crise à une autre. On a fait preuve avec la crise Covid
et les services du CNESI vous ont largement accompagné dans la mise en place des protocoles tout autour de cette crise-là. On pourra sans doute un peu moins vous aider directement sur la crise qu'on connaît, mais la situation dans laquelle on est aura sans doute, hélas, un impact sur nos activités et sur nos structures. Voilà. Mais je ne doute pas une seconde qu'on saura les relever et les dépasser. Voilà, je veux quand même rester positif et porteur d'espoir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.